Récemment s'est tenue la 16e édition de la Made in Asia à Bruxelles. Ce salon était depuis plusieurs années un rendez-vous incontournable pour tous les fans d'Asie, de culture populaire asiatique et de jeux vidéo. Sauf que cette fois-ci, me concernant, c'était peut-être l'édition de trop. Peu de nouveautés, des contrefaçons en veux-tu en voilà, des passes VIP, on ne peut pas dire que les choses s'améliorent. Et là, je vais utiliser la phrase cliché de boomer en disant « c'était tellement mieux avant ». Ceux qui ont connu les premières Mia partageront peut-être le même sentiment que moi. Ce salon était vraiment incroyable, on s'y sentait bien, on ne s'ennuyait pas et surtout on se sentait respecté et mis au même pied d'égalité que tout le monde. Est-ce encore le cas aujourd'hui? Je n'en ai pas l'impression. Mais comment en est-on arrivé là? Je vais vous dévoiler tout cela, mais d'abord place à un peu d'histoire. Le salon Made in Asia a ouvert ses portes pour la première fois les 14 et 15 mars 2009 au Palais des Expositions à Bruxelles. Et ce fut un succès, avec 8000 visiteurs accueillis tout au long du week-end. Du coup, de nombreuses éditions ont été organisées les années suivantes, avec à chaque fois un succès grandissant. Plus les années passaient, plus le festival prenait de l'ampleur. Le festival a commencé avec un seul hall d'exposition pour ensuite s'agrandir et s'offrir 5 halls pour la 10e édition. Et le nombre de visiteurs grandissait tout autant. La 10e édition a accueilli pas moins de 90 000 visiteurs, un record. Et puis soudain, le dernier jour de cette 10e édition, on apprend que Florent Gaudin, le concepteur du salon, a décidé de le revendre à EasyFairs. Alors EasyFairs c'est quoi? EasyFairs c'est une société qui organise de nombreux salons du même type dans toute l'Europe. Des salons qui portent le nom de Heroes et qui bénéficient de moyens encore plus grands. Génial, me direz-vous? Eh ben en fait pas si génial que ça, car depuis la revente de la Mia à EasyFairs, les choses ont commencé à évoluer de manière plus commerciale. Certes, EasyFairs a su apporter des nouveautés, de la grandeur en termes de taille, mais à quel prix? Toute cette magie, ces petites imperfections qui rendaient la Mia tellement charmante, tellement conviviale, ont laissé place à un mastodonte qui enchaîne les organisations de ce type. Cette personnalité propre à la Mia a disparu. C'est devenu froid, une simple convention comme les autres. L'ancienne Mia était fortement axée sur la communauté. Elle était très active sur les réseaux sociaux, elle organisait des concours parfois originaux et recherchés, comme la fameuse quête des Dragon Ball dans toute la Belgique. Et lorsqu'une édition était terminée, la Mia ouvrait des albums et tout le monde pouvait partager ses photos et vidéos. La Mia mettait la communauté au centre de son salon, et ça, c'était tellement génial. On ressentait vraiment une ambiance festive et familiale. Ensuite, outre la communauté, la Mia faisait à l'époque l'effort de proposer des stands et des activités variées. Qui se rappelle encore des tambours qui grondaient dans tout le palais? Et il en était de même pour les invités. Petit à petit, des youtubeurs ont commencé à être invités, et pas n'importe lesquels. Ils venaient se promener à l'ORS, on pouvait croiser le JDG au détour d'une allée, Bob Lennon qui venait prendre la manette en main juste à côté de nous. Et même eux déclaraient dans des vidéos de FAQ que c'était le meilleur salon qu'ils avaient fait. Et puis sans oublier les concerts. Des groupes asiatiques étaient invités, il y avait aussi des groupes français qui rendaient hommage à la pop culture, tels que le Neko Light Orchestra, ou bien encore Goldarock. Bref, il y avait une ambiance incroyable. C'était bien différent de maintenant. Maintenant, je vais me concentrer sur cette dernière édition de la Mia, qui a eu lieu du 22 au 24 septembre 2023. Et cette année, me concernant, le cœur n'y était plus. Déjà, on va parler du prix d'entrée. Pour une entrée le jour même sur place, il faut débourser 20 €. Il est normal que ce genre d'événement augmente ses prix, mais là, ça commence à chiffrer. Il y a quelques années, ça tournait autour des 12 ou 13 € le ticket, et on avait même droit à l'entrée gratuite le vendredi soir. Mais ce qui me dérange, c'est le fait de proposer un système de vagues de prix. En fonction du moment où on achète notre ticket, le prix change. Plus on va se rapprocher des dates du salon, plus les prix vont augmenter. L'excuse de la page officielle concernant ce système? Il s'agit ici de tickets Early Bird afin que les gens qui sont déjà sûrs d'assister à la Made in Asia profitent d'un tarif préférentiel. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que ça sent l'excuse bidon à plein nez. Mais le véritable gros point noir de la Mia actuelle, celle qui peut être vue comme une trahison de la part des fans de la première heure, c'est le pass VIP. Qu'est-ce que le pass VIP? En fait, il existe deux formules. La première, c'est la formule Fast Pass, comme dans les parcs Disney. Elle permet d'avoir accès au salon 1 heure à l'avance et de profiter de certains avantages. La deuxième formule est la formule VIP, qui donne les mêmes avantages que la formule Fast Pass, en y ajoutant d'autres bonus. Tous ceux qui ont connu l'ancienne Mia savent que les organisateurs d'antan étaient contre ces systèmes. Ils se démarquaient des autres salons du genre en proposant la même formule pour tout le monde. Sauf qu'à en croire les données, ces fameux passes fonctionnent très bien. Du coup, pourquoi les organisateurs actuels s'en priveraient-ils? Ceux qui ont pris un ticket classique se retrouvent alors mis sur le côté. On leur fait bien comprendre qu'ils ne font pas partie de la même catégorie que les plus fortunés qui payent pour avoir des avantages supplémentaires. Il y a quelques années, le mangaka Kengo Hanazawa était invité au salon. Dès l'ouverture, je me suis empressé d'aller vers son stand et comme je faisais partie des premiers arrivés, j'ai pu obtenir une chouette dédicace. Cette année, ils ont invité Toru Fujisawa, l'auteur de GTO, pour une séance de dédicace. Je suis arrivé à l'ouverture, je me suis empressé d'aller vers son stand et là, que vois-je?
Une file interminable et un membre du staff qui explique que la file est déjà fermée car trop de monde. Pourtant, j'étais là à l'ouverture. Sauf que les personnes déjà présentes dans la file avaient tout un fast-pass et ils étaient donc rentrés 1 heure à l'avance. Cela ne serait jamais arrivé avec les anciens organisateurs, et je dois vous avouer que ça m'a pas mal dégoûté. Autre problème avec la MIA, c'est la lassitude. C'est chaque année pareil, il y a très peu de nouveautés, peu de décors, et quand il y en a, c'est soit un peu hors sujet, même si c'est joli, soit les mêmes décos que les premières éditions. Vous voyez ce Naruto gonflable géant ? Eh ben, il était déjà présent à la deuxième Edinasia en 2009. La lassitude venait aussi des stands présents. La plupart des stands proposaient des contrefaçons, et à un moment donné, ça devient lourd de chaque fois voir les mêmes merdes vendues à un prix fort. 15 € pour des contrefaçons de posters, 8 balles pour des faux billets. Bref, ces vendeurs ne proposent quasi que des contrefaçons venant d'AliExpress en les revendant 4 à 5 fois plus cher. Sans oublier les stands qui proposent tous la même chose. Vous aimez les figurines pop ? Eh ben à force d'en voir partout, préparez-vous à les détester. Et puis des vendeurs aigris qui tirent une tronche jusque par terre, c'est fou ce que ça sent la passion. Et parlons-en des stands qui mettent de la musique complètement hors sujet. Je ne vais pas à la Medinasia pour entendre du rap français. Ils pourraient au moins faire un effort et proposer quelque chose en lien avec le thème du salon. Fort heureusement, les stands de talentueux créateurs étaient toujours présents, et eux au moins étaient très sympas et passionnés par ce qu'ils proposaient. D'ailleurs, les passionnés se voyaient aussi à travers les cosplays super réussis. Heureusement qu'ils sont là. Dommage qu'il n'y avait pas plus d'ambiance, comme dit précédemment, je regrette tellement les concerts, ils mettaient une sacrée ambiance et cette année, il n'y en avait aucune. Sinon, pour la nourriture, même constat, c'est exorbitant niveau prix. Mais bon, ça reste toujours plus intéressant que l'ancienne MIA qui ne proposait pas de nourriture asiatique, car ils n'avaient pas le monopole sur les stands de nourriture, et on devait alors se coltiner des hot dogs hors de prix. Et enfin, finissons en parlant de la Heroes Comic Con, à laquelle la MIA a été couplée pour la 2e année consécutive. C'est sympa d'avoir des stands liés à la pop culture US. Il y a d'ailleurs de beaux décors, que ce soit pour Star Wars ou bien SOS Fantôme. Il y a même des invités liés au monde du cinéma. L'année passée, on avait par exemple eu droit à Andy Serkis, l'interprète de Gollum dans Seigneur des Anneaux, ou de César dans La Plaine des Singes. Cette année, il y avait par exemple Warwick Davis, qui est apparu dans la saga Star Wars, dans Harry Potter, et qui joue le rôle principal de Willow. Mais bon, plusieurs choses m'ont fait tiquer concernant les invités, comme le fait qu'on ne pouvait pas les prendre en photo de loin. Mais surtout, le plus surprenant concernait les sessions de questions-réponses. Avant l'entrée en scène des acteurs, un message vidéo apparaissait, expliquant que dû à la grève des scénaristes et des acteurs qui touchaient Hollywood à ce moment-là, les acteurs n'avaient pas le droit de parler de leur rôle, ni des films dans lesquels ils ont joué, ni de leurs futurs projets, car cela pouvait être vu comme de la publicité. Donc des acteurs sont invités à répondre à des questions, mais ça ne peut pas être en lien avec ce pourquoi les gens les apprécient. Personnellement, je voyais mal les gens leur demander quelle était leur couleur préférée. Bref, cette année je suis arrivé à l'ouverture, donc 10h du matin, et j'avais déjà envie de repartir à 11h. C'est fou car à l'époque je pouvais y rester le week-end entier et ne pas m'ennuyer. D'ailleurs, il semblerait que je ne sois pas le seul à m'être lassé de ce salon, puisqu'en comparant le nombre de visiteurs avant le rachat avec le nombre de visiteurs après le rachat, on peut constater qu'il y a moins de visiteurs maintenant, et ce malgré des invités de plus en plus importants. Il semblerait que la MIA ait perdu de son aura, et ça c'est vraiment dommage.